Elon Musk a un jour déclaré sur X: une base scientifique lunaire habitée en permanence serait bien plus impressionnante qu'une répétition de ce qui a déjà été réalisé de manière extraordinaire par Apollo en 1969. Mais alors, pourquoi aurions-nous soudainement besoin d'une base sur la Lune alors que nous n'en avions pas besoin il y a 50 ans? Qu'est-ce qui a changé? Quels bénéfices à long terme une base lunaire apporterait-elle réellement? Et peut-être surtout, compte tenu de tous les retards auxquels la NASA est confrontée avec son programme Artemis, est-ce vraiment que cela en vaut la peine? Ce tweet d'Elon Musk était en réalité une réponse à l'idée que la NASA pourrait remplacer le Starship de SpaceX par un autre atterrisseur lunaire, comme le Blue Moon de Blue Origin, en raison des retards dans le développement de Starship. Mais voilà le problème. Si nous prenons vraiment au sérieux la construction d'une base lunaire à long terme, nous avons besoin de capacités du niveau de Starship. Oui, Blue Origin pourrait se poser sur la Lune en premier, mais il commence avec Blue Moon Mk1, un banc d'essai relativement petit. Il n'est pas conçu pour transporter les charges massives nécessaires à la construction ou à une habitation de longue durée. Pendant ce temps, Starship est conçu pour déplacer des masses considérables. Sa capacité de charge pourrait tout changer. Avec un tel volume, nous pourrions faire atterrir non seulement des habitats, mais aussi des unités pilotes, des équipements permettant de tester l'extraction de l'eau, de l'oxygène et des métaux directement depuis la surface lunaire. Si Starship tient ses promesses, il pourrait véritablement révolutionner l'utilisation des ressources in situ. Sur le site même de SpaceX, il est indiqué que Starship pourrait commencer des missions commerciales de fret vers la Lune dès 2028, pour un coût d'environ $100 000 par kilogramme. C'est énorme, car auparavant, envoyer un seul kilogramme sur la Lune coûtait environ $1 million. Cela représente une baisse des coûts d'un facteur 10, exactement le type de capacité nécessaire pour rendre une base lunaire réellement possible. Et si la raison de choisir une autre entreprise était simplement de devancer la Chine sur la Lune, n'oublions pas que la Chine prévoit elle aussi d'y établir une base. Il ne s'agit donc pas seulement de planter un drapeau en premier, mais de savoir qui sera capable de construire et de maintenir quelque chose de significatif sur le long terme. L'idée de construire une base sur la Lune existe depuis plus de 150 ans. Elle a commencé avec la science-fiction, comme De la Terre à la Lune de Jules Verne, 1865, et Les premiers hommes dans la Lune de H. G. Wells, 1901, qui ont nourri l'imagination de générations de scientifiques et d'ingénieurs. Dans les années 1950, le docteur Werner von Braun a contribué à populariser une vision de l'exploration spatiale, incluant des stations spatiales, une base lunaire et une mission vers Mars. Cela a conduit au programme Apollo et au premier alunissage humain en 1969, largement motivé par la compétition de la guerre froide. Depuis, les coûts élevés et l'évolution des priorités politiques ont freiné les projets de base lunaire. La NASA s'est plutôt concentrée sur la navette spatiale et la construction de la Station spatiale internationale, repoussant l'exploration de l'espace lointain. En conséquence, le rêve d'une base lunaire est resté en suspens, en attente du bon moment pour avancer. Puis, le 11 décembre 2017, la politique spatiale américaine a franchi une étape importante avec la signature de la directive de politique spatiale numéro 1. En termes simples, elle a marqué un virage vers une approche plus collaborative, intégrant les entreprises privées pour aider les États-Unis. Cela a conduit à l'annonce du programme Artemis, également en 2017. Son objectif déclaré est le suivant. Avec les missions Artemis, la NASA fera atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune en utilisant des technologies innovantes pour explorer une plus grande partie de la surface lunaire que jamais auparavant. Nous collaborerons avec des partenaires commerciaux et internationaux et établirons la première présence humaine à long terme sur la Lune. Ensuite, nous utiliserons ce que nous aurons appris sur et autour de la Lune pour franchir la prochaine étape majeure, envoyer les premiers astronautes vers Mars.
L'idée de base est assez simple. Lorsqu'il s'agit d'explorer le système solaire, la Lune constitue une excellente étape intermédiaire. Ce n'est pas seulement une destination symbolique, c'est aussi un choix stratégique. Comparé à la Terre, il faut environ 20 fois moins d'énergie pour décoller depuis la Lune. Cela s'explique par le fait qu'elle ne possède qu'environ 1/6 de la gravité terrestre et aucune atmosphère à traverser. Ainsi, si nous parvenons à atteindre la Lune et à y établir une station de ravitaillement ou une base quelconque, cela rend l'exploration du reste du système solaire beaucoup plus abordable. La Lune devient une sorte de plateforme de lancement pour les missions vers l'espace lointain, un tremplin vers Mars et au-delà. Bien sûr, face au retard et à la pression pour accélérer les choses, il est compréhensible que la NASA soit tentée de couper les coins ronds ou de chercher des solutions plus rapides. Mais même dans cette course, nous ne devons pas perdre de vue pourquoi la Lune est si importante. Ce n'est pas seulement une étape sur le chemin, c'est une clé capable de déverrouiller le reste du système solaire. Imaginons donc que nous nous engagions réellement à construire une base au pôle sud de la Lune. Visualiser quelque chose de similaire à la Station spatiale internationale, mais posé à la surface lunaire. Quelques modules compacts, un équipage d'astronautes vivants et travaillant sur place pendant de longues périodes, et des systèmes assurant leur sécurité et leur survie. C'est une vision enthousiasmante, mais de nombreuses étapes sont nécessaires avant qu'elle ne devienne réalité. Tout d'abord, il nous faut un moyen de transport fiable entre la Terre et la Lune. Cela inclut non seulement le transport des astronautes, mais aussi l'acheminement de tonnes de cargaisons, équipements, fournitures, carburant, etc. Ensuite vient la question des communications. Comment rester en contact avec les engins en route vers la Lune ou avec les personnes travaillant à sa surface? Et une fois sur la Lune, comment produire de l'énergie? Si je voulais recharger mon iPhone là-haut, comment ferais-je? Il n'y a pas de prise électrique dans le régolithe. Nous parlons de construire l'équivalent de ports terrestres, des endroits où les atterrisseurs peuvent s'amarrer, décharger leur cargaison, puis repartir de manière fiable et sûre. Un problème majeur concerne l'atterrissage. Les gaz d'échappement des fusées soulèvent énormément de poussière. Et la poussière lunaire est tranchante, rapide et dangereuse. Il n'y a pas d'atmosphère pour la ralentir. Elle est projetée comme de la mitraille, pouvant endommager les structures voisines. Avant toute chose, il est donc nécessaire de construire de véritables aires d'atterrissage et des infrastructures de protection. C'est la première étape pour éviter qu'une base lunaire ne se transforme en catastrophe lunaire. Jusqu'à présent, la plupart de nos efforts concernant la Lune ou Mars se sont concentrés sur le fait d'y arriver. Les lancements, les atterrissages, les fusées. Mais on a beaucoup moins réfléchi à ce qui se passe une fois que des humains vivent réellement à la surface pendant des mois, voire des années. C'est un problème, car la conception d'une base lunaire doit commencer par une question fondamentale. À quoi ressemble réellement la vie quotidienne sur la Lune ? Une bonne base lunaire doit permettre des activités régulières en surface, science, exploration, exploitation minière, construction de nouveaux systèmes et bien plus encore. Et tout cela doit se dérouler dans un environnement extrêmement hostile, avec un terrain rocheux, des températures extrêmes et une absence totale d'atmosphère. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de mettre en place des systèmes permettant aux astronautes de vivre et de travailler de manière durable. La planification du site est cruciale. Chaque élément de la base doit être situé au bon endroit. Certaines zones, comme les stations d'habillage des combinaisons et les zones d'exploration, doivent être proches les unes des autres. D'autres, comme les centrales électriques ou le stockage du carburant, doivent être éloignées pour des raisons de sécurité. Par exemple, si vous utilisez une source d'énergie nucléaire, vous ne voulez pas qu'elle soit installée juste à côté des quartiers d'habitation. La NASA a commencé à définir comment toutes ces pièces pourraient s'assembler. Des facteurs comme les ombres, les pentes et les formations naturelles de la Lune influencent l'emplacement des bâtiments et des équipements. Le processus de planification est donc complexe. Il implique la cartographie du terrain, l'évaluation de différentes configurations
et des ajustements au fur et à mesure que nous en apprenons davantage, notamment sur des ressources cruciales comme la glace d'eau. Même si nous n'avons jamais rien construit sur la Lune, nous ne partons pas de zéro. Nous avons énormément appris grâce aux grands projets de construction sur Terre. Des techniques comme les systèmes d'information géographique, SIG, permettent d'analyser la topographie et de diviser les terrains en zones. Cette approche fonctionne tout aussi bien sur la Lune. Une base lunaire complète pourrait comporter des zones dédiées aux atterrissages, à la manutention du fret, à la maintenance, aux laboratoires scientifiques, à l'exploitation minière, aux systèmes énergétiques, aux quartiers d'habitation, voire à des serres et des espaces de loisirs. Ces zones doivent être organisées de manière à garantir un fonctionnement fluide, sûr et efficace. Et oui, la redondance est essentielle. Disposer de plus d'une aire d'atterrissage, par exemple, permet de maintenir les opérations si l'une d'elles est endommagée ou occupée. L'infrastructure devient alors encore plus détaillée. Routes entre les zones, tranchées pour les lignes électriques et de données, conduite de carburant, protection contre les radiations, murs anti-souffle, la liste est longue. Une fois le plan du site solidement établi, les ingénieurs peuvent commencer à identifier chaque système nécessaire à la base et à les traduire en exigences de conception concrète.